Julien Clerc, est-ce que vous auriez la gentillesse de vous présenter? Alors, je m'appelle Julien Clerc, je suis chanteur, compositeur, chanteur-compositeur. Voilà. Est-ce que vous ne vous êtes jamais demandé, au fond, quelqu'un de votre talent, de votre âge, est-ce que vous vous êtes parfois dit « je ne devrais plus chanter », faire une activité différente? Oh non, jamais. J'étais même bien content d'avoir trouvé cette occupation, je vous dirais. J'étais dans une famille, évidemment, qui n'avait rien à voir avec tout ça. J'avais un père qui a fait des études brillantissimes, qui était normalien, et évidemment, comme j'étais l'aîné, c'était d'un poids certain pour moi. Et en fait, j'ai passé une partie de mon adolescence à me demander ce que j'allais faire, parce que je sentais une attente très très grande du côté paternel, et même d'ailleurs, je dirais, du côté maternel, parce que mes parents se sont séparés, j'étais très jeune, mais ma mère était fille d'ouvrier, et donc l'avenir de son fils était aussi très important, elle me voyait dans de hautes sphères, elle aussi. Donc chacun à leur façon avait une attente très très grande. Et je ne savais pas du tout ce que j'allais faire dans la vie. J'étais pas très intéressé, j'étais pas intéressé par grand chose. Et en tout cas pas par ce à quoi on me destinait secrètement. Mon père aurait bien aimé que je reprenne le genre d'études que lui avait faites. Et puis donc ça m'a véritablement sauvé la vie, je dirais, de découvrir un jour que j'étais capable d'écrire des mélodies, car c'est ce qui a tout déclenché. Voilà, c'est ça. Plutôt la composition, et au fond, vous ne vous êtes jamais dit que la composition et la chanson n'étaient pas une activité d'adulte? Non, non, pas du tout. Je veux dire par là que très souvent on assimile un Je petit sais. peu, et j'aimerais bien connaître votre point de vue. Ah non, 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 bien sûr que non. Mais maintenant, c'était le moment où le monde commençait à changer, justement. Nos idoles, alors, enfin, bon, moi j'avais beaucoup de gens qui m'ont donné envie de faire ce métier. Alors évidemment, il y avait de très grands artistes français. On parlait pas tellement de ça quand on parlait des artistes. J'ai pas de souvenir de ça. Mais par contre, tout le pan anglo-saxon des gens qui m'ont donné envie de faire ce métier, et même on peut dire inspiré, dans toutes les interviews qu'on pouvait lire d'eux, d'abord c'était tous des gens très très jeunes, qui avaient commencé très très jeunes. C'était tous des gens qui avaient commencé très jeunes, et c'est tous des gens de très haut niveau. Donc ça allait des Beatles à Bob Dylan, tous des gens avec beaucoup de cheveux, et qui avaient commencé très très jeunes, et qui avaient réussi dans la vie très très jeunes. Donc c'était un exemple à suivre, tout à fait. En tout cas, les anglo-saxons, un exemple à suivre tout à fait. Je savais plus ou moins que des gens que j'aimais dans la chanson française, comme Barbara, comme Brel, comme Ferret, avaient mis du temps à arriver, ça je le savais. Mais tous les anglo-saxons avaient commencé très jeunes. Enfin, Bob Dylan avait 20 ans, les Beatles avaient 21 ans aussi. Donc, on ne pensait déjà plus à ça que c'était. Alors, on l'avait de temps en temps dans les réflexions des parents. Bon, qui était étrange du reste, parce que ma mère a eu très très peur quand je lui ai dit ça, que j'allais faire ça. Alors qu'elle était une grande fan des chansons françaises, que Brassens était son idole, c'est chez elle que j'ai entendu la première fois Brassens, Yves Montand et autres. Mais elle avait peur, évidemment. Mais je dis plus parce que je crois qu'elle était fille d'ouvrier, en fait. Donc, pour elle, c'était pas sérieux, et qu'il fallait, c'était difficile, et que, bon, etc. Donc, elle aurait préféré un métier, entre guillemets, plus sérieux. Mais mon père, pourtant, qui était, on va dire, le type même de la personne qui avait travaillé extrêmement dur, fait des études très, très, très abouties, vraisemblablement son côté poète, un peu caché, n'a pas fait trop de réflexion. Il m'a juste dit
le jour où je lui ai annoncé. Il était un peu déçu, mais il m'a dit, écoute, ne perds pas tes langues vivantes, puisque c'est en ça que tu es bon au lycée. Et en fait, d'une certaine façon, j'ai suivi son conseil, parce que j'ai beaucoup travaillé, en particulier avec des anglo-saxons, ce qui m'a fait beaucoup, je pense, bien travailler mon anglais. Et dans la vie commune, je crois que je fais partie des Français qui se débrouillent à peu près en anglais. Voilà. Dans votre double activité, donc de compositeur et de chanteur, celle qui compte le plus, si j'ai bien saisi, c'est celle de compositeur? Non, c'est lié. Lié. Parce que je compose avec ma voix aussi. Je compose avec un piano. Mais la voix est un instrument supplémentaire. C'est l'instrument avec lequel je trouve les mélodies. Je ne joue jamais les mélodies, si vous voulez, au piano. Je fais des accords et je chante les mélodies dès le début, dès la composition. Donc la voix est absolument importante. C'est très, très, très intimement lié. À une époque, je ne savais pas très bien ce que je faisais avec mes mains. Façon de parler. Mais j'avais pas une grande... J'avais fait du piano classique très, très jeune, mais j'avais d'abord abandonné assez tôt, au bout de 6 ou 7 ans. Donc j'avais 13 ans quand j'avais arrêté. Comme beaucoup d'enfants qui arrêtent le piano vers cet âge-là, ce qui est dramatique d'ailleurs, parce que même si on n'en fait pas son métier, la musique, c'est tellement merveilleux de pouvoir poursuivre la musique sous quelque forme que ce soit. Mais bon, j'avais arrêté à 13 ans en refusant obstinément le solfège, j'avais vraiment... Bon. Donc, quand j'ai commencé à écrire, déjà j'ai bien eu heureusement que la vie m'a ramené vers le piano d'une façon ou d'une autre, vers l'âge de 17-18 ans. Mais évidemment, j'ai voulu faire à ma façon. Alors là, en niant tout savoir, en particulier au niveau du solfège. Donc c'est pour ça que je dis, je savais pas très bien ce que je faisais. Mais du moment que ça sonnait bien, ça m'allait. Avec le temps, au bout de plus de 40 ans, on peut pas dire aujourd'hui que je sais pas ce que je fais. Mais je continue de faire des choses qui, à mon oreille, sonnent bien. Je ne regarde pas trop les harmonies et les passages d'accords et tout ça. Ce qui fait que des fois, je fais des choses assez compliquées à jouer, compliquées à retenir pour les musiciens, ce qui est pas mal parce que ça les tient en éveil. Mais je n'ai pas comme on appelle des grilles, je n'ai pas des partitions faciles. C'est pas facile à jouer. Comment faites-vous d'abord pour, en quelque sorte, jouer ce que vous avez composé, le transmettre aux autres, et surtout, la création étant un mystère pour moi, absolument. Est-ce que vous avez des moments où vous devinez ce qui se passe en vous lorsque vous composez une superbe mélodie? Non, il y a quand même une chose qui m'échappe totalement, c'est comment ça arrive. Il y a une forme, on va pas employer de grands mots parce que ça ne le mérite pas. Il y a quand même une forme de visitation quand même. On ne sait pas. Alors, mais c'est très difficile. D'ailleurs, je crois que c'est plus facile pour un auteur de chansons de parler de son travail que pour un compositeur. C'est difficile de parler de musique. Surtout quand c'est, comme c'est mon cas, qu'extrêmement intuitif. Le savoir est là, très certainement, parce qu'il y a eu des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, si on peut dire, de musique écoutée dans ma vie, qui de toute façon ressortent, à mon sens, car on est tous influencés, d'une façon ou d'une autre, mais quelquefois bien plus tard, ou avec la mémoire. Mais surtout quand je mets un texte en musique. Quand je compose une musique sans texte, ce qui est absolument nécessaire d'avoir sur un album, car c'est souvent ça qui fait les chansons populaires, je travaille sur mon piano, je tourne en rond autour d'une suite harmonique qui m'a plu, et j'essaie de composer une mélodie comme ça, sans aucun support. Mais quand je mets un texte en musique, et que bien souvent ça vienne si vite, reste pour moi un mystère. Et je crois que c'est la magie du texte, je crois que c'est le rythme intérieur de l'auteur, que ce sont les mots assemblés l'un après l'autre qui vont
attiré une mélodie, et je me répète, venue d'on ne sait où. Vous avez pu composer devant quelqu'un? Oui. Vous devez travailler solitairement? Non, j'aime bien être tranquille, mais comme les gens avec qui j'ai travaillé tout au long de ma vie savaient, ou savent, que je peux composer vite, je me souviens de Rod Achille restant planté à côté du piano, parce qu'il avait l'habitude que je trouve assez vite. Et je suis obligé de lui dire, Étienne, je te rappellerai. Non, je préfère être tout seul, mais c'est arrivé une fois ou deux. Avec Plamondon, il y a une période, nous avons toutes ces chansons-là qui ont été des grands succès publics, et en même temps qui sont des chansons gaies, entraînantes, il en faut toujours dans les tours de chant, dans les concerts. Je les ressors tout le temps. Ce Lily voulait aller danser quand je joue, Cœur de rocker, etc. On a fait Cœur de rocker ensemble, mais c'est rarissime. Il est arrivé avec un texte, et moi de mon côté, j'avais, franchement, tout seul de mon côté, j'avais trouvé une mélodie, et quand il est arrivé avec son texte, c'était un peu miraculeux, parce que ça collait tout à fait avec la mélodie que j'avais trouvée. Mais bon, ça c'est bon, c'est un accident heureux, on va dire. Mais sinon, non, je préfère travailler dans mon coin. Mais ça peut aller très vite, oui. Les belles mélodies, pour celui qui les écoute ou qui les chante maladroitement, ressemblent parfois à des évidences. On se dit parfois, comme devant un tableau, c'est facile à faire. Et surtout, je l'ai déjà entendu. Voilà. Et par exemple, je pense à une très belle mélodie que vous avez composée pour Maxime Le Forestier. Comment est-elle venue cette évidence-là, qui fait que lorsqu'on l'écoute, on est enthousiasmé par sa limpidité, sa simplicité? Quand le texte me plaît, ça peut arriver, ça, que même sans encore support harmonique, donc le piano, en l'occurrence, une petite mélodie me vient en tête. C'est ce qui est arrivé avec vous parlez de ça qui s'appelle le petit air, c'est ça. Je crois que je l'ai fredonné en voyant, pas dans le texte, je pars sur il y a un endroit sur lequel je commence. Là, il se trouve que c'est le refrain. Mais il y a d'autres chansons, j'ai pu partir du couplet. En me disant, dans un coin de ma tête, si je pars comme ça, en faisant ça sur ce couplet, il va falloir à un moment donné que ça aboutisse à un refrain. Là, c'est plus facile. Ce qui m'a plu tout de suite, c'est chaque fois que quelqu'un t'a dit, ça m'est venu comme ça. Après, il me met au piano et je trouve les accords qui collent avec cette petite mélodie que j'ai trouvée. Et bien souvent, le couplet qui suit ce refrain me demande un peu plus de travail, mais enfin, il vient assez vite quand même. Mais là, il y avait une espèce d'évidence dans les paroles, pour moi, qui appelait ce genre de mélodie-là. Évidemment, vous demanderez à un autre mélodiste, et il fera autre chose, certainement. Dans le débat fameux entre Guy Béart et Gainsbourg, vous situez où? Pour ceux qui ne le savent pas, l'un dit que la chanson n'est pas de l'art et non, c'est un art mineur, il disait, Serge. Voilà. Dans ce débat-là, je me souviens très bien de cette émission. Je suis plutôt du côté de Gainsbourg, je pense que c'est un art mineur. D'abord parce que c'est un art qui ne survit pas longtemps à son créateur. Un peu, à côté de la peinture ou de la musique classique. Et l'autre jour, en même temps, c'est amusant, parce que je suis allé rejoindre Guy Béart sur scène, parce que je savais que c'était peut-être son dernier... Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Ce serait son dernier concert, à l'Olympia, etc. Donc, et j'ai adoré. Et j'ai trouvé, en regardant le spectacle, qu'il avait le génie des mélodies qui sont en apparence faciles, comme ça. Un nombre de chansons qu'on peut siffloter après. Or, après tout, c'est un peu ça, notre métier. Donc, je suis d'accord avec les deux. Mais sur le fond, philosophiquement, je pense que c'est Gainsbourg qui a raison. C'est un art mineur, mais c'est un art populaire. Vous savez que vous comptez pour beaucoup de gens? Oui, bien sûr. Je reçois des lettres. Surtout ce qui compte beaucoup pour moi, hein, c'est que je vois les gens. Je vois les mêmes têtes qui reviennent quand les tournées recommencent, des gens qui m'ont vu des centaines de fois. Je ne sais pas comment ils font.
Mais ça me touche beaucoup. Puis maintenant, il s'est installé un rapport entre nous, enfin une connexion encore différente, parce que je les vois tout le temps. Je les vois qui m'attendent à l'entrée, qui ne demandent pas grand-chose. Du reste, de temps en temps, ils me demandent d'assister à une répétition, chose qu'il aurait évidemment accordée, parce que même au niveau, je dirais, au niveau budgétaire, je ne sais pas comment il fait. La plupart sont des gens très simples. Ça me bouleverse un peu, mais en même temps, il ne faut pas non plus en faire trop. Je veux dire, c'est un choix qu'ils ont fait, et j'espère que ça les rend heureux. Bon. Mais l'autre jour, comme nous avons commencé il y a quelques jours le premier concert de cette nouvelle tournée, ils étaient là, comme ils sont souvent, c'est toujours un petit groupe, hein, c'est toujours les mêmes 7 ou 8 personnes. J'aurais dit, écoutez, contrairement à la dernière fois, par exemple, je parle de la dernière fois, c'était donc le concert symphonique, où ils étaient là aussi dès le premier concert. Ils m'avaient demandé d'assister à la répétition, je leur ai dit, ok. Là, je leur ai dit, il y a des nouveautés, il y a des surprises, sur le plan visuel en particulier. Vous assisterez à la balance de son plus tard dans la tournée, pas aujourd'hui, parce que je préfère que vous découvriez le spectacle. Donc ils ont été tout à fait d'accord avec moi, et ils sont formidables. Ils sont très fans, et en même temps ils m'ont vu tellement de fois, ils ont malgré tout, je pense, un sens critique, même s'ils ne le disent pas. Donc ce qu'ils pensent est important pour moi, parce que ce sont toujours les premiers, et ils m'ont vu tellement de fois sur scène. Il vous est arrivé d'écrire les paroles d'une chanson? Non. Jamais. C'est un refus, une inaptitude? Vous préférez la musique? Je pense que c'est une forme de modestie? Oh non, 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 pas du tout de la modestie. Non, c'est une inaptitude. Je pense pas avoir ce talent-là. Je pense pas avoir ce talent-là. Je l'ai fait il y a très très longtemps. Enfin, ça n'avait aucun intérêt. Ça n'était pas l'idée que je me faisais d'un bon texte. Voilà. Est-ce qu'il y a des chansons qui ont été pour vous-même, capitales, des formes de libération, d'exutoire, presque des thérapeutiques, si j'ose dire? Est-ce que ah oui, un peu. Des autoportraits douloureux ou allègres? Non, c'est-à-dire j'ai envie de faire vous allez comprendre ma réponse, j'ai du respect pour les chansons qui ont touché le public. Vous savez, quand on écrit une chanson, on est persuadé qu'on vient d'écrire la meilleure chose qu'on ait jamais faite de sa vie. Alors après, c'est le temps qui fait, et le public, et qui fait son choix. Des fois, les choix du public peuvent être surprenants. Il y a eu en fait des chansons, ça c'est assez récurrent chez moi. Dans un premier temps, un instinct me pousse à écrire une chanson. Alors c'est le cas de chansons qui sont assez différentes, mais qui ont en commun de bouleverser un peu mon sens d'échelle des valeurs morales, alors, où la pudeur est extrêmement importante chez moi. Bon. Alors ces chansons, il y a Femme, je vous aime, c'est souvent du Dabadi du reste, il y a la chanson sur la peine de mort, l'assassin assassiné, il y a Double enfance, écrit avec Maxime Le Forestier. Ces 3 chansons-là sont vraiment des exemples de ce dont je veux parler. 3 chansons, dans un premier temps, instinctivement, je fais la chanson comme étant importante. Femme, je vous aime, parce que c'est la première, ou en tout cas la deuxième écrite avec Dabadi, où, à la demande de Bertrand de Labbé, Dabadi bouscule un peu les choses établies par Rodagil depuis 10 ans, c'est-à-dire une vision de l'amour triomphante, un être triomphant même dans le malheur, qui se débrouille toujours pour parler d'amour. Je ne veux pas dire en ne disant pas les choses, mais je ne trouve pas mes mots, en employant beaucoup de symbolique. Voilà. Bon. J'ai appris par la suite que le mot d'ordre de l'abbé à Dabadi, c'était « faites-lui dire je ». Allez-y à fond, des trucs simples, bon.
pour toucher le cœur des gens, etc. Donc il écrit « Femme, je vous aime » sur une mélodie que je lui donne. Et sur le moment, les paroles m'ont plu considérablement, mais très rapidement, je me suis rendu compte que pour moi, c'était impudique. « Femme, je vous aime », on croit comme la ça à la face du monde, c'est ce que nous tentions d'éviter soigneusement depuis 10 ans avec Rhoda Gilles. À un moment donné, j'ai essayé de l'enfouir, enfin de me dire « Oh, je sais pas si je vais aller la faire », donc évidemment, il a fallu malgré tout l'enregistrer. Et puis elle a tout de suite, évidemment, marché et touché les gens, cette chanson. Mais j'étais pas habitué à ce genre-là. Ça a recommencé avec la peine de mort, encore plus, je dirais, parce que la peine de mort, bon là c'était carrément un engagement, chose dont je suis pas, fait dont je ne suis pas coutumier, mais on avait écrit ça à la suite de trucs bien précis, à la demande de Paul Lefebvre, d'aller pour un journal d'Antenne 2, assister à un procès de peine de mort. En fait, j'avais demandé à assister à des audiences de comparution immédiate. Et puis, 3 semaines avant, Paul Lefebvre m'appelle et me dit « Écoutez, on peut faire ça, je vous accompagnerai si vous le souhaitez, mais il y a un procès important, là, c'est Badinter qui va plaider, etc. » C'était dans un moment où c'était très tendu, tout ça. Alors, c'est un récidiviste, c'est à Toulouse, enfin, c'est un cas absolument exemplaire. Je pense que vous feriez mieux de venir avec moi voir ça. Je lui dis, bien sûr, Paul, je vous suis. Parce que je regardais beaucoup à la télé, Paul Lefebvre. Et on fait la chanson. Et après, je me dis, non, mais c'est too much, quoi. De quoi je me mêle, puis ça va m'engager, j'aime pas trop être... Bon. Pareil, il a fallu un subterfuge de Dabadi, me disant, écoute, j'ai une émission spéciale sur moi un dimanche après-midi, avec Paul Giannoli. Non, c'est pas Paul Giannoli, c'est Paul Giannoli. Je te demande de venir chanter cette chanson sur le plateau, en acte d'amitié, quoi. Là, je pouvais pas refuser ça à Jean-Loup, parce que la chanson nous avait demandé quand même du travail et tout. Puis elle était atypique, la chanson. Elle avait une forme même, je dirais, atypique. Elle était un peu ambitieuse, elle était longue. Il y avait 2 ou 3 thèmes musicaux là-dedans. Donc je suis allé la faire et après, je ne pouvais plus faire autrement parce qu'elle avait déclenché pas mal de réactions. Et la dernière, pareil, double enfance, un moment douloureux de ma vie, un moment de séparation. Je ne sais pas comment trop dire les choses à mes enfants et j'ai cru naïvement qu'une chanson me permettrait de leur parler plus facilement. J'écris la chanson très vite, je la demande à Maxime Le Forestier. Vraiment, écrivons une chanson là-dedans. La séparation, vue du côté de l'enfant, ça n'a jamais été fait. On a eu des belles chansons sur la séparation ou le divorce, mais vue par l'enfant, les yeux de l'enfant. On fait la chanson, et puis après, je me suis dit, oh, qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans? Donc je me suis dit, et je me souviens, nous avions choisi un producteur qui s'appelle Eric Benzi, qui est un très très bon professionnel, qui a beaucoup travaillé avec Goldman. Et les Restos du Cœur qui précédaient mes rendez-vous avec Benzi, les Restos du Cœur, ça se fait tout le temps en janvier. J'attaquais mon travail au printemps avec Benzi. Et je demande à Jean-Jacques, je lui dis que t'as beaucoup travaillé avec lui, fais-moi un petit papier. Hein. Il me dit, il est comme ci, il est comme ça. Puis il m'a dit, tu vas voir, il est fort, vraiment fort sur un truc, c'est qu'il sait repérer les trucs qui vont marcher. Donc je donne un premier lot de 4 chansons au piano, comme ça, à Benzi. Je mets Double Enfance dedans, mais mélangée à 2 autres dont je pensais qu'elles seraient fortes, ou je me trompais complètement du reste, dont cette chanson sur les réfugiés écrite avec Rhoda Gilles. Et puis il m'appelle 4 jours plus tard, il me dit « Bon, alors j'ai commencé, donc j'ai déjà fait Double Enfance. » Donc à chaque fois, voilà 3 chansons en fait que j'avais dans un premier temps fait, ensuite j'assumais moyennement, et après qui se sont révélées des chansons importantes, bien sûr. Au fond, la chanson contre la peine de mort, c'est votre seule insertion dans un univers véritablement politique, si j'ose dire. Oui, il y en a eu d'autres, mais vous avez toujours dans la chanson un petit peu
Combien de fois vous avez été questionné sur le fait, est-ce que vous délivrez des messages? Oui, ouais. Et j'ai cru comprendre qu'en général, vous disiez, ça n'est pas mon rôle, ni ma légitimité. Si j'avais été auteur, on ne sait pas comment ça aurait tourné. Et n'étant pas auteur, d'abord j'ai pris des messages des autres, si on peut dire. Par exemple, Rod Agile, dont parmi les talents immenses qu'il avait était d'écrire des chansons à double lecture, et qui était quand même Rod Agile dans une de tradition, on va dire, anarcho-catalane, etc. La guerre d'Espagne comptait énormément pour lui, le POUM et tout ça. Donc ça, il mettait beaucoup de ça dans les chansons, mais on ne le savait pas tout le temps. Alors, il y a eu beaucoup de chansons, je pense, en fait. Le moment le plus engagé, ça a été avec Rod Agile, mais ça ne sautait pas aux yeux. Je veux dire, c'était pas Renaud. Une forme d'hermétisme. Voilà, il y avait, d'ailleurs, il se réclamait, entre autres choses, des poètes hermétiques espagnols. Je sais pas qui sont les poètes hermétiques espagnols. Mais, donc, par exemple, La Belle est arrivée. Oui, ça peut être une femme, La Belle est arrivée. Ça peut être, je pense, dans l'esprit d'Étienne, c'était la Révolution, par exemple. Bon. Poisson mort, qui pour moi est une chanson absolument écologique, mais c'est avec le côté un peu hermétique de Rod Agile. Mais pour moi, c'était absolument lumineux. Poisson mort qui descendait le cours des fleuves, là, sur les poissons morts, bon, qu'on voit. Donc pour moi, c'était une chanson tout à fait écologique. Et même là, cette phrase qui a tellement fait rire certains collègues. Je me souviens de Carlos qui se foutait toujours de moi pour ça, en disant la graisse de mitrailleuse et la brillantine des dieux. Mais pour moi, c'était tout à fait lumineux pour moi. Mais vous avez raison, ça n'était pas de l'évidence. Donc oui, la peine de mort, mais comme double enfance, je crois, c'est un engagement plutôt sociétal, contre lequel je ne suis pas du tout, du reste. Je suis pour, mais je suis pour que ce soit d'abord des bonnes chansons. Ensuite, éventuellement, un engagement. C'est ce qu'a fait Brassens toute sa vie. Ça veut dire que le citoyen Julien Clerc s'intéresse à la politique. Évidemment beaucoup, plus avec un côté d'observateur qui tient, je crois qu'il tient en fait à mon éducation. Avec une chance inouïe, je crois, que mes deux parents venaient de milieux sociaux absolument différents, que ce soit sur le plan donc social, culturel et intellectuel. Car après tout, j'aurais pu avoir une maman fille de communiste, mais d'un intellectuel communiste. C'est la fille d'un ouvrier communiste, et antillais en plus. Mon père, il vient d'une espèce de bourgeoisie rurale, je dirais, lui-même très politisé, très jeune, mais bon, une politisation très française, c'est-à-dire une droite, on va dire, un peu éclairée, bonapartiste, voilà. Et après, évidemment, absolument gaulliste. Donc, c'est une chance inouïe, parce que ma grand-mère maternelle venait faire des ménages, c'est mon grand-père paternel. Elles habitaient dans la même rue. La famille de ma mère dans les étages élevés de la rue Poirier de Narcey, dans le 14e, tout en haut, avec les toilettes encore, comme dans les films des années 30 français, les toilettes sur le palier. Et en face, dans les étages plus nobles, mon grand-père paternel habitait au 2e ou au 3e. Et lui, il était un receveur des postes, je crois. Donc, il y avait d'un côté la famille d'un ouvrier communiste, lisant comme il se doit l'humanité, et comme il se doit stalinien, je suppose qu'on ne pouvait pas faire autrement quand on était au parti à l'époque. Et ça, c'est une chance inouïe d'être le produit de ces deux milieux, parce que ça m'a permis de relativiser très 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 jeune ce qu'était la politique et les engagements, et de donner la priorité aux êtres humains. Et j'ai compris très jeune qu'il y avait des gens formidables partout, sauf sans doute dans les extrêmes. Donc une forme de tolérance créée par la vie. Beaucoup, beaucoup. Et alors une tolérance même qui n'était même pas réfléchie
quand j'étais enfant, qui sortait voilà, c'était naturel, une espèce de tolérance naturelle. Les deux familles se connaissant depuis longtemps, étrangement, c'est pas souvent qu'on part dans les mêmes endroits en vacances avec la famille de sa femme de ménage non plus. Donc, ma grand-mère maternelle amenait sa petite fille qu'elle ne pouvait pas faire garder quand elle allait faire de ménage. Donc, il y avait 15 ans de différence entre mon père et ma mère. Mon père a connu ma mère à 4 ans. Je vous connais peu, mais il me semble que vous avez une très grande curiosité pour autrui et ses idées. Oui. Il me semble, mais ça n'est pas si fréquent que cela, me semble-t-il. Ah bon? D'avoir une infinie curiosité pour ce que va vous dire l'autre. Et souvent les anciens. Très jeunes, ayant eu deux fortes personnalités dans mon entourage, qui étaient mon père d'un côté et mon grand-père maternel de l'autre, qui à sa façon, il a beaucoup compté pour moi, mais à sa façon, c'était une forte personnalité aussi. Et puis ce côté antillais me plaisait infiniment, bien que ma deuxième mère qui m'a élevé, puisque j'avais été confié à mon père, m'ait dit par la suite, mais jamais tu ne nous parlais des Antilles quand tu revenais à la maison. Et c'était pourtant une entité très importante pour moi, ces Antilles. Mais c'est vrai que je clivais beaucoup. Alors, je disais pas, dans un foyer, je disais pas ce qui se passait dans l'autre. Mais sinon, c'est vrai que ça m'a donné de la curiosité. Parce qu'ils lisaient tous les deux des journaux, parce qu'ils écoutaient tous les deux la radio, et évidemment, ils écoutaient des trucs différents. Mais tout ça, c'était passionnant. Et Dieu merci, j'ai hérité du goût de mon père de l'histoire. Et je ne sais pas si l'histoire repasse les plats, mais c'est quand même rudement intéressant de savoir ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc, dans l'histoire du monde. Et à cet égard, il y a une autre chose extrêmement importante, c'est que je vous ai dit que mon père était de droite, très certainement. Il était gaulliste et pas de gauche, hein, pas gaulliste de gauche. Mais il avait une très grande honnêteté intellectuelle. Et très jeune, par exemple, ils se rejoignaient sur peu de plans, hein, les deux familles. Hein. Mais, par exemple, j'ai toujours entendu dire mon père qui détestait le parcours personnel d'Aragon, par exemple, que c'était un des 2 ou 3 plus grands poètes français, ce qui pour moi était important. Je me disais, ça c'est de l'honnêteté intellectuelle. Voilà. Est-ce que, au fond, cette curiosité, cette tolérance, ce désir de connaître l'autre, parfois même dans ses contradictions, il me semble que c'est ce qui vous a détourné profondément des engagements vulgaires. Oh ben oui, absolument. Que pensez-vous d'ailleurs généralement de ces engagements vulgaires qu'on retrouve souvent dans le milieu artistique ou culturel? Ouais, j'en pense. Non, mais ce que je crois surtout, c'est que c'est malheureux. Mais enfin, c'est un Brassens, c'est très, 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 très bien dit. Les hommes aiment être en troupeau. Ils aiment marcher sous une bannière. Ça peut être un vêtement, ça peut être une apparence physique. Bon. Les gens véritablement détachés de ça sont peu nombreux. Ça, je le pense profondément et je l'ai toujours pensé. C'est ce qui fait qu'avec mon copain Momo, à l'inverse de tous les... de 9 sur 10 des étudiants de la Canale, nous sommes allés faire la marche au retour de Gaulle, là, sur les Champs-Élysées. Bon, quand tous nos copains étaient sur les barricades, quand Étienne était sur les barricades, d'ailleurs. Alors, on n'y est pas resté longtemps, hein, parce qu'il y avait quelques slogans qui étaient nauséabonds, alors on s'est barré vite fait. Mais enfin, on est quand même parti de la Concorde, là, puis on a fait jusqu'au rond-point des Champs-Élysées, puis après on est parti, on a dû riper vers la droite, là, dans la rue Jean-Mermoz. Mais il y avait ce côté, oui, le père de Momo, il était aussi gaulliste, quoi. Alors nos pères comptaient, hein, tous les deux. Et ça m'avait intéressé d'aller voir ça, par exemple. Parce qu'il y avait quelque chose qui m'agaçait par ailleurs de l'autre côté aussi. Pourtant, Rodin, il était parfaitement, je crois, de bonne foi dans ses
Oui, 68, il y avait un côté de 68 déjà, moi, qui me faisait rigoler. Voilà. Je me sentais, je me demandais si c'était vraiment la France, en fait, profonde. Je crois que c'est aussi d'avoir passé toutes mes vacances à la campagne, toute mon enfance. On allait nulle part ailleurs, nous. On n'allait évidemment jamais à la montagne. Jamais. On est une famille quand même nombreuse, même si mon père gagnait bien sa vie. Donc on allait dans le Poitou, à la campagne, toutes les vacances, assez peu à la mer. Et comme ça, j'étais au contact de la France, en tout cas rurale, hein, de la France profonde. Je suis sûr que ça fait aussi partie, ça, de ma culture, et de la méfiance vis-à-vis des emballements citadins, de tous les trucs microscopiques, le microcosme, comme disait Raymond Barre. Et j'ai toujours essayé de voir derrière l'habit, en fait. L'habit, malheureusement, c'est une récurrence humaine. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'il y a derrière l'habit. Vous écoutant, il me semble que à la fois vous êtes un être singulier et je suis sensible à cette singularité, mais qu'en même temps, et c'est assez rare, vous avez une infinie conception de la politesse, de la courtoisie, qu'au fond, vous avez une sorte de qualité personnelle qui n'a pas besoin de la vigueur, de la violence, voire de la grossièreté pour s'exprimer. Mais vous voyez hier, et là c'était pas de la grossièreté, je regardais, nous regardions avec Hélène une émission ancienne de Denise Glaser, avec un interview vraiment comme c'était souvent le cas à l'époque, parce que c'était des gens sérieux, Brel qui répondait à l'interview, et qui était à 30, il est mort jeune Brel, mais enfin je pense qu'à l'époque il a 36 ans, extrêmement en colère, très révolté, et disant ne comprenant pas qu'on puisse pas être en colère, même plus tard dans sa vie. Alors jeune, il pensait que jeune, il le dit d'ailleurs dans cette interview, on doit être en colère jeune. Et ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas en colère plus tard, il leur manque, je sais plus ce qu'il dit, mais il trouve un truc, une bonne formule, on lui fait confiance pour ça. Mais moi, j'ai été rarement en colère dans ma vie, je sais pas pourquoi. Je suis sensible aux injustices, très. C'est un des fils rouges de ma vie. Le côté antillais m'a fait très tôt être sensible, évidemment, au sort des gens victimes de l'esclavage, etc. Très très tôt, je me balade encore dans mon sac. Parmi les choses qui me suivent tous les jours, partout, il y a un petit Dalloz là que j'ai piqué chez Raphaël Enthoven sur le code noir. Donc c'est une chose auquel je me réfère souvent. Il y a une merveilleuse intro de notre ministre de la Justice là-dessus, sur tous les descendants d'esclaves, qui est un texte remarquable que je lis de temps en temps, comme ça. J'ai toujours été sensible donc au sort des opprimés, etc. Mais est-ce que j'ai eu véritablement des colères? Je crois pas être fait comme ça. Mais est-ce que dans la colère ou l'indignation, justement, et peut-être c'est ce qui vous en détourne, il y a trop de certitude d'avoir raison? Moi, bien sûr. Peut-être. Bien sûr, bien sûr. Je pense avoir, mais ça, je pense, c'est beaucoup grâce, encore une fois, grâce à mon enfance, je considère bien souvent comment est la nature humaine. Je pense avoir compris assez jeune comment est la nature humaine. C'est pas pour ça que je suis très optimiste, du reste. Mais je suis pas très optimiste sur le monde, et je suis plutôt positif dans le domaine de l'intime, de la vie intime. Dans le monde, d'autant plus que je m'étais complètement trompé, ce qui prouve que j'aurais en aucun cas pu être un grand homme d'État.
Je pensais sincèrement, quand nous avons commencé à écrire avec Roda, qui avait pris un peu la suite de mon père comme directeur spirituel, on va dire. J'aimais pas tout ce qu'il disait, mais je trouvais que il était quand même assez génial comme ça. Bon. Et ça rentrait souvent, évidemment, avec ce que pensait mon père. Mais j'ai cru, moi, qu'on allait vers un monde de mixité, en fait, je vous dirais. Et j'ai cru que le mixage, d'ailleurs, Roda, qui avait un grand sens de la communication, c'est lui qui avait écrit la première biographie qu'on remettait à la presse. Bon. Il tenait tout ça là, au début. C'est lui qui faisait les pochettes d'albums. Il avait écrit il est de la race des enfants victorieux, la race des métis. Ça me plaisait cette phrase. J'ai cru franchement qu'on allait vers ça. Or, je me rends compte que le monde a au contraire fait le contraire. C'est-à-dire que les gens se referment sur eux-mêmes, entre religions, entre croyances, entre couleurs de peau, et ça, je l'avais absolument pas prévu, ce qui prouve que j'étais vraiment complètement à côté de la plaque. Donc c'est ce qui me fait dire que je suis pas très optimiste. Et j'ai eu de la chance aussi dans la vie, c'est que j'ai vu notre métier changer complètement, beaucoup. La façon de le faire, en tout cas la façon d'enregistrer les disques, par exemple, complètement changé. J'ai été à un moment donné là, charnière, qui est très intéressant d'ailleurs. Ça, je peux en parler parce que j'ai vraiment vu les choses évoluer. Et malheureusement, j'aurais vécu pendant ma vie un moment où le monde changeait, pas pour le mieux, je crois. Les différents paroliers que vous avez eus, est-ce que c'est le hasard de l'existence qui vous les a fait découvrir ou bien des nécessités intimes chez vous? Les deux. Les deux. D'abord, il y a le rôle de l'abbé, très très important, qui est une espèce de directeur de carrière, mais aussi qui a une part très importante finalement dans la création, jouant son rôle d'éditeur de musique. Moi, je n'aurais pas pu être tout seul. J'ai beaucoup besoin, à commencer par l'écriture, évidemment, puisque je n'écris que les musiques. Mais j'ai beaucoup besoin de l'autre en face, du dialogue. Donc, et c'est le hasard, mais on va dire, bien aidé par Delabé, qui a fait son travail d'éditeur de musique, j'ai envie de dire, à l'ancienne, comme il a toujours existé, comme il existait sans doute dans les années 20, 30, c'est-à-dire quelqu'un qui met en contact un compositeur et un auteur, qui me semble être la base du métier d'éditeur de musique. Et puis l'intime, dans l'intime, oui, bien sûr. Est-ce que je crois que c'est les styles différents d'écriture qui, moi, me permettent de me renouveler musicalement. J'y crois fortement à ça. Alors, il y a une espèce de continuité dans les mélodies. Parce que je fais une musique personnelle, assez intemporelle, tant mieux pour moi. Bon. Mais en fait, c'est sous-tendu par ce travail, par cette confrontation avec des écritures nouvelles à chaque fois. Je voulais vous demander un mot sur je vous ai vu dans ce clip. Vous semblez à la fois très présent et un peu en dernier rang dans le clip des Enfoirés. Oui, alors, que pensez-vous de cette polémique? Alors, en fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait de la polémique, qui est ridicule. Alors, on peut ne pas aimer la chanson, et je le comprends. On peut ne pas aimer le clip, et je le comprends aussi. Mais dire que c'est une chanson anti-jeune, c'est complètement idiot, ça me semble absurde. Elle me semble, moi, quand j'ai entendu la chanson, refléter certaines conversations qui, je suis sûr, existent dans les familles. Qui n'a pas dit à ses ados d'enfants, alors on le dit pas forcément avec ces mots-là, mais c'est ça que ça veut dire. Bouge-toi, le monde est difficile, c'est pas comme avant. Quel ado n'a pas répondu, ah mais ouais, évidemment, vous, bon. Donc ça, on l'a, tous les gens d'un âge, d'une certaine génération l'ont déjà vécu. Bon, alors,
ça raconte ça. J'ai même mon fils de 17 ans qui est plutôt un révolté qui dit « Qu'est-ce que c'est bien pensant cette chanson ?» Donc il a raison un peu. Bon. On peut pas dénier à Goldman ce nez qu'il a sur la société, il l'a toujours eu. Bon, il sent les trucs. Bon, après on peut ne pas aimer la forme. Et après on en arrive donc aux restos eux-mêmes. J'ai pas envie de tout ramener à moi, mais comme c'est une bonne phrase de Rodaghi, je vais la citer. Rodaghi, il détestait que je travaille avec quelqu'un d'autre. Donc ça a duré des années, on s'est fâché, on s'est rabiboché. Et un jour, il a fait, comme il était assez politique, Roda, il a eu une phrase politique. Et il a dit, et par cette phrase, il envoyait un message à l'extérieur, Julien Clerc, c'est un tout. On le prend ou on ne le prend pas. C'est comme la Révolution française. On la prend ou on la prend pas. C'était malin. Et c'était sa façon à lui. Ça lui permettait de ne pas dire, bon, bah, je supporte Plamondon, je supporte Macly, Alors il a trouvé cette phrase qui était assez belle. Julien Clerc, c'est un tout. On prend ou on ne prend pas. Bon. Mais j'ai envie de vous dire, les restos, c'est un tout. On prend ou on ne prend pas. Quand on va faire les restos, on fait comme tous ceux de cette génération, comme Maxime ou moi, on va au resto. Et on fait ce qu'on nous demande de faire. Parce qu'on sait quelle est la finalité. Jusqu'à nouvel ordre, ça soulage la misère. Alors après, on est dans une époque assez dramatique, moi je trouve, que l'époque d'Internet, qui est un dévidoir. Et il y a de tout là-dessus, sur Internet. Il y a des gens bien, mais aussi des gens cachés derrière leur écran, qui dévident leur haine et tout. Tout ça me semble un petit peu absurde. Et jusqu'à nouvel ordre, qui est-ce qui soulage la misère? C'est les restos. Malheureusement, je n'ai plus que 3 questions et rapides. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Quand vous êtes devant une immense salle, que vous chantez, que vous êtes admiré, qu'est-ce qui domine chez vous? Le goût personnel de séduire, le rapport de pouvoir, l'emprise, quelque chose peut-être... C'est plus simple que ça. Alors ça, tout ce que vous dites, c'est peut-être intérieur, ça je ne sais pas, et c'est peut-être même, je dirais, ce n'est pas réfléchi. Ça doit exister certainement. Mais ce qu'on ressent, je dirais, pour dire avec des mots simples en direct, c'est d'abord, je pense que c'est unique. C'est ce qui fait que c'est un métier si merveilleux, je crois, en fait. J'ai senti depuis toutes ces années qu'en fait, les gens vous donnaient, quand vous étiez dans ma position, le meilleur d'eux-mêmes. Bien souvent, ils vous montrent un mauvais visage. Bien peu souvent. Généralement, les gens ils vous montrent un bon visage. Ils sont plutôt gentils. C'est une chance, un métier qui entraîne ça. Mais sur la scène elle-même, je pense que c'est juste, c'est de l'émotion, quoi. Voilà. Un profond sentiment d'existence. C'est-à-dire que c'est pas réfléchi, comment vous expliquer. On essaie de toucher. Et on a une réponse immédiate. Et à longtemps, Pierre Richard, dans ma loge, Pierre Richard, un jour m'avait dit, comment vous faites un métier merveilleux, il m'avait dit, parce que, il me dit, tu vois, tout à l'heure, il y a 5 minutes, là, tu chantais, je sais pas quelle chanson, tu vois, regarde, là, ça me faisait ça, là. Et nous, on n'a pas ça, il me disait. Parce que, après, il y a le montage, le cinéma, etc. C'est dans les salles, ils y vont pas. Nous, on a une espèce de réponse immédiate. Et on sent, au moindre, c'est incroyable. Dans un applaudissement, je peux vous dire si la chanson a plu, si j'ai bien travaillé. Là, sur une chanson par chanson, je le sens, mais tout de suite. S'il y a quelque chose qui a déplu, s'il y a quelque chose qui déplaît dans la chanson, après, c'est à moi de décrypter quoi. C'est incroyable. Cette réponse, il y a une réponse qu'avec le temps, on sait analyser, qui est très passionnante,
Mais c'est, à mon sens, un échange d'émotions. Voilà. Comment faites-vous pour concilier cet exhibitionnisme honorable qui est votre métier avec l'infinie pudeur que vous avez? Et je sais pas. Je sais pas. C'est très, très étrange. Il y a plusieurs façons de faire notre métier, mais sur la scène, il n'y en a qu'une, à mon sens. Mais en dehors, il y a des gens qui sont, comme vous dites, exhibitionnistes, qui aiment ça. Et moi, je suis le contraire de ça, donc c'est très étrange. Il y a beaucoup de côtés de mon métier qui me plaisent, énormément. Là, évidemment, quand je suis seul chez moi ou avec l'auteur, la création, l'enregistrement, c'est passionnant, parce qu'on voit naître sa chanson avec l'apport des autres, la naissance de la musique, au niveau du son, au niveau du... Bon, la scène, même, j'ai envie de vous dire, la promotion, m'a sommé au début. Au début, quand j'avais 20 ans, je me disais, pourquoi faut-il s'expliquer sur quelque chose qu'on a fait? C'est tellement simple, il suffit d'écouter et on en tire ses propres conclusions. Non, je me suis rendu compte au bout d'un moment, non seulement qu'il fallait le faire, mais il s'est expliqué pourquoi il fallait le faire. Alors après, on essaie d'en dire, pas trop, enfin, etc. Bon. Mais tout ce qui est visuel, photo, c'est le contraire de moi. C'est bizarre. Mais si on fait comme ça m'arrive dans la vie, les colonnes, n'est-ce pas, pour prendre une décision importante. Alors, les côtés positifs et les côtés négatifs. Les côtés positifs sont quand même largement supérieurs aux côtés négatifs. Mais il y a un côté de moi qui n'est, c'est vrai, qui n'est pas ce métier. Même ce que vous appelez l'exhibitionnisme n'est pas ressenti par moi comme de l'exhibitionnisme. C'est ressenti comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme un échange de... J'ai mis beaucoup de temps à m'amuser sur... J'ai toujours adoré la scène. Je me suis pas amusé tout de suite. Au début, je faisais quelque chose presque contre moi-même. Et puis avec le temps, je me suis amusé. Le lâcher-prise est venu plus facilement. Dernière question, Julien Clerc. J'ai eu la chance de vous voir il y a un certain temps dans R. J'ai adoré Cavalerie, Ivanovitch. Puis-je vous demander si le Julien Clerc d'aujourd'hui, je veux dire, porte un regard bienveillant sur celui d'hier et réciproquement? D'abord, d'abord, je m'y intéresse parce que je suis obligé. Si j'étais pas obligé, s'il n'y avait pas les nombreuses émissions de télévision, les vieux documents sortis, les trucs, les vieilles photos qu'on me montre de temps en temps, je m'y intéresserais, mais pas du tout. Parce que c'est du passé et que j'ai une certaine faculté à un certain moment à tourner les pages. Je ne suis pas fou des documents. J'ai des documents dans ma tête qui me suffisent. Quand je suis obligé de les regarder, comme ça a été récemment, j'ai fait une campagne de promotion très intense, avec beaucoup d'émissions, beaucoup de questionnements, beaucoup de moments où il fallait fendre l'armure, comme on dit. Quand je le vois, ça ne me bouleverse pas, je trouve ça rigolo. Je crois que les choses étaient faites à toutes les périodes, à tous les moments. Les choses ont été faites, comment est-ce qu'on dirait, avec tout de mon cœur. Il n'y avait pas de cirque là-dedans. C'était, je crois, honnête. D'ailleurs, on me souvient avec Rodagis, même Jean-Claude Petit, souvent on se disait, on avait fini un enregistrement, on se disait, bon bah ça va, c'est digne. Voilà. On va essayer de faire tout ça avec une certaine dignité, même les trucs qui me plaisaient le moins. Mais ça va pas plus loin que ça, voilà. Vous savez, moi je me suis beaucoup vu toujours, parce que j'aime pas beaucoup me regarder. Je trouve ça une souffrance. Et comme me disait un jour mon camarade François Georges, c'est
C'est une forme de stabilité, ça, de ne pas aimer se voir. Donc, j'aime pas beaucoup me voir, je me supporte pas trop. Même, on peut dire que je déteste ça. Donc, je me suis vu beaucoup dans ma vie à travers les yeux des autres. Quand les autres me disaient c'est bien, ben, je me disais c'est bien. Et voilà le regard que je porte. Donc, vous voyez, c'est pas du tout ni de fierté, ni de... La seule chose qui puisse me rendre un peu fier, c'est quand je vois que ma vie d'artiste tient dans un super coffret comme ça. Où je me dis, bon, bah là, j'ai rempli la mission que je m'étais donnée, qui était de vivre de ça et de le faire voilà, en m'amusant. Et puis, Dieu merci, en continuant d'être assez frais pour continuer de faire de la musique, qui est la vie que je me suis choisie à 20 ans. Merci beaucoup, Julien Clerc.